En juin 2021, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que des attentats avaient perturbé le résultat des précédentes élections présidentielles. Le problème avec cette déclaration, c'est que Mélenchon ne démontre absolument rien. Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer que l'attentat des Champs-Élysées, survenu 2 jours seulement avant le premier tour de la présidentielle 2017, a bien eu un effet sur les résultats. Je vais vous expliquer à quel candidat a profité cet attentat et à quel candidat cet attentat a nui. Je soulèverai des incohérences dans le récit officiel, puis je vous proposerai une hypothèse, document à l'appui. Et vous verrez que seule cette hypothèse explique ce qui s'est effectivement passé. Puis dans la conclusion, je vous expliquerai qu'un attentat juste avant des élections, c'est bien plus grave et lourd de conséquences que de savoir à quel candidat il a nui et à quel candidat il a profité. Tous les documents que j'utilise sont disponibles via des liens dans la description. Tout est sourcé, tout est transparent. Voilà, maintenant que vous êtes prêts, je passe tout de suite en mode diaporama pour vous exposer mes découvertes. C'est parti. Pour bien comprendre la situation et les enjeux de l'époque, je vais commencer par rappeler le contexte dans lequel s'est déroulée cette élection présidentielle de 2017 et quels étaient les principaux candidats. Il y a François Fillon, le candidat de la droite classique. Il était le grand favori de cette élection avant que ne soient révélés des scandales judiciaires et financiers. Il y a Marine Le Pen, candidate d'extrême droite, connue pour son discours sécuritaire et anti-immigration. Il y a Benoît Hamon, candidat d'un parti socialiste décrédibilisé par le gouvernement sortant. Il y a Jean-Luc Mélenchon, candidat de la gauche alternative et anti-système. Et enfin, il y a Emmanuel Macron, un candidat étiqueté à l'époque de gauche et de droite, mais aussi ni de droite ni de gauche. En réalité, il était avant tout un candidat issu du gouvernement sortant, mais qui plaisait à une partie de la droite grâce à son programme libéral. Si vous trouvez cette présentation du candidat Macron pas très claire, c'est tout à fait normal, car cette élection présidentielle 2017 était marquée par une grande envie de changement politique chez les électeurs. Et à l'époque, il y avait une réelle hésitation dans l'électorat de gauche entre Macron et Mélenchon. Et oui, ça peut paraître impensable à la date où je publie cette vidéo, mais en 2017, face à l'emballement de la campagne, une bonne partie des électeurs de gauche était complètement perdue. Une perte de repères qui, d'une certaine façon, a profité à Macron. Au soir du premier tour de l'élection présidentielle, les résultats sont donc ceux que vous avez à l'écran. Emmanuel Macron est arrivé en tête devant Marine Le Pen. Les médias ont souligné 3 choses. Premièrement, la phénoménale ascension d'Emmanuel Macron, une personnalité totalement inconnue du grand public, il y a encore 2 ans. Deuxièmement, la présence du Front National au second tour pour la 2e fois. Enfin, l'ensemble des résultats est conforme aux très bonnes estimations des instituts de sondage. Et dès ce soir du premier tour, les médias se concentreront sur la campagne du second tour. Mais dans l'emballement politique général, un événement a été nettement éclipsé par le premier tour. Cet événement, c'est l'attentat des Champs-Élysées. Pour rappel, il s'agit du meurtre d'un policier par un individu se revendiquant d'un groupe terroriste islamique. Cet attentat faisait suite à plusieurs tentatives d'attentats, toutes déjouées par les services de l'État. L'attentat des Champs-Élysées est survenu 3 jours avant le premier tour. Et à l'époque, les médias estimaient qu'il n'avait rien changé au vote des Français. Alors d'habitude, dans les grandes soirées électorales, les experts se plaisent à dire qu'il y a toujours une surprise, et que s'il n'y en a pas, c'est ça la surprise. Eh bien en 2017, c'est exactement ce qui s'est passé. Malgré l'attentat survenu 3 jours plus tôt, le vote des Français était conforme au sondage. Eh bien je vais vous démontrer qu'en réalité, l'attentat a eu un poids décisif sur la présidentielle 2017. D'autant plus décisif que toutes les présidentielles se jouent désormais au premier tour. Pour démontrer cela, je vais m'appuyer sur 2 documents principaux.
Tout d'abord, le graphique Wikipédia sur lequel se trouve l'intégralité des sondages publiés pendant la campagne présidentielle. Regardons-le rapidement, je reviendrai régulièrement dessus. Dans la partie droite du graphique, on voit Macron tout en haut en violet et Le Pen juste en dessous en rose. Un peu plus bas, on a Fillon en jaune et Mélenchon en turquoise. Puis beaucoup plus bas, on a Hamon en vert foncé et Dupont-Aignan en vert clair. Petite précision concernant Dupont-Aignan, c'est un candidat politiquement entre Fillon et Le Pen. Enfin, tout en bas, on voit de très faibles estimations pour ce qu'on appelle les petits candidats. Les points de couleur représentent les estimations des sondages, les courbes correspondent à la moyenne de ces estimations. Enfin, les zones légèrement colorées autour des courbes élargissent la moyenne de ces estimations. Mais attention, ces zones colorées ne représentent en aucun cas les fameuses marges d'erreur. Sur ce graphique qui regroupe les intentions de vote publiées par les instituts de sondage, on constate des évolutions différentes selon les candidats. Les baisses successives de François Fillon dues aux révélations financières à son encontre, le fléchissement final de Marine Le Pen, la montée progressive d'Emmanuel Macron, la dynamique finale de Jean-Luc Mélenchon et la bulle de la primaire socialiste pour Benoît Hamon. Je détaillerai le graphique plus tard, à chaque fois qu'on reviendra dessus. Autre document important sur lequel je vais m'appuyer, un sondage d'Odoxa. Mais avant de parler de ce sondage en particulier, je vais vous dire ce que je pense des sondages. Je pense qu'un sondage réalisé 6 mois avant une élection n'a pas beaucoup de valeur. Je pense aussi que les instituts de sondage ont suffisamment d'expérience et d'expertise pour donner des estimations plutôt pertinentes en toute fin de campagne électorale. Je pense donc que les sondages publiés 2 jours avant une élection sont des indicateurs dignes d'intérêt. C'est le cas de ce sondage Odoxa, un sondage qui a plusieurs particularités très intéressantes. Tout d'abord, ce sondage est le seul, je dis bien le seul, qui a été réalisé en intégralité après l'attentat. Donc si on veut mesurer les effets de l'attentat sur le premier tour, ce sondage est inévitable. Ensuite, ce sondage intègre en son sein un sondage sorti de nulle part. C'est celui du milieu, daté du 20 avril. En effet, Odoxa n'a publié aucun sondage le 20 avril. Je reviendrai plus tard sur ce point qui soulèvera bien des questions. Enfin, ce sondage sorti de nulle part donne une estimation très intéressante pour Benoît Hamon. Odoxa le donne à 6%, alors que jusque-là, Hamon n'avait jamais été estimé à moins de 7,5%. Eh bien, vous verrez que cette estimation d'Hamon à 6% est loin d'être anodine. C'est donc avec ce sondage d'Odoxa que commence réellement la vidéo. Sur ce sondage, quand on regarde à droite, on voit que 3 candidats ont bénéficié de l'attentat. Marine Le Pen avec plus 1 point, Nicolas Dupont-Aignan avec plus 0,5 points et Benoît Hamon avec plus 1,5 points. Bon, que Le Pen et Dupont-Aignan profitent de l'attentat, ça ne surprendra personne. En effet, Marine Le Pen est habituée à avoir un discours sécuritaire et hostile à l'islam. Il n'est donc pas surprenant qu'elle profite d'un attentat terroriste commis au nom de l'islam. C'est le même principe pour Dupont-Aignan, mais dans une moindre mesure. Par contre, il est beaucoup plus surprenant de voir Benoît Hamon profiter électoralement de l'attentat. Comment un attentat terroriste commis au nom de l'islam peut-il bénéficier aux candidats socialistes? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord vérifier la crédibilité de cette hausse d'Hamon donnée par Odoxa. À première vue, ça n'a l'air de rien, mais une hausse de plus 1,5 points quand on passe comme Hamon de 6 à 7,5%, ça représente une augmentation de 25%. C'est donc une hausse considérable pour le socialiste. C'est important de le noter, car en annonçant une augmentation de 1,5 point pour Hamon, Odoxa ne se positionne pas seulement sur une hausse, mais bien sur une très forte hausse, et met donc en jeu sa crédibilité.
Pour valider la forte hausse de Benoît Hamon vue par Odoxa, je veux m'appuyer sur les données de vote restituées par les instituts de sondage après le premier tour. J'ai fait la moyenne du moment du choix du vote pour le dimanche d'une part, et pour les autres jours de la semaine d'autre part, et j'ai obtenu les résultats suivants. Hamon est celui qui a attiré le plus d'électeurs de dernière minute, avec en moyenne 25% de son électorat pour la seule journée de dimanche. Pour les autres jours de la semaine, même constat. C'est Hamon qui a attiré le plus d'électeurs, à égalité avec Mélenchon. D'après ce tableau, Hamon est donc celui qui a le plus fédéré son électorat à la dernière minute, avec 25% pour la seule journée de dimanche. Un résultat qui va dans le même sens que le sondage d'Odoxa, pour qui Hamon est celui qui a le plus profité du choix fait au dernier moment, avec plus 1,5 points suite à l'attentat de jeudi soir. Je viens donc de valider, s'il en était besoin, que la forte hausse donnée par Odoxa pour Hamon est crédible et confirmée par les autres sondeurs. En effet, si le mode de calcul est différent, c'est bien la même chose qui est calculée, à savoir les soutiens de dernière minute. On note au passage que Mélenchon et les autres candidats ont eux aussi bénéficié de nombreux votes de dernière minute. Mais la grande différence avec Hamon, c'est que eux jouent une place au second tour et donc potentiellement la victoire. Cela n'a donc rien d'étonnant de les voir bénéficier de beaucoup d'électeurs au dernier moment. A l'inverse, pour Hamon, un candidat qui a déjà perdu, cette forte hausse finale pose bien des questions. On peut désormais considérer la hausse d'1,5 point d'Hamon comme particulièrement bien estimée par Odoxa. Hamon a donc profité électoralement de l'attentat, mais pourquoi et au détriment de quel candidat? Pour répondre à ces interrogations, posons-nous la question suivante. Comment réagissent les gens face à un choc comme un attentat? Dans l'électorat de droite, ça attise les passions, déplaçant ainsi les électeurs encore plus à droite, d'où les hausses pour Dupont-Aignan et pour Le Pen. Mais dans l'électorat de gauche, c'est différent. Pour comprendre d'où peuvent venir les 1,5 points d'électeurs que récupère Hamon, il faut se replonger dans le contexte de la campagne. Tout d'abord, Benoît Hamon n'a fait aucune déclaration notable pouvant expliquer cet afflux significatif d'électeurs de dernière minute. Ce n'est donc pas un ralliement fédérateur pouvant provenir de plusieurs électorats différents. Dit autrement, la soudaineté de ce report de voix à un moment de la campagne où les électorats semblent déjà constitués nous indique une unité idéologique de ces électeurs qui ont changé leur vote à la dernière minute. Par conséquent, ces électeurs-là viennent tous du même candidat. Donc 1,5 point d'électeurs en plus pour Hamon, c'est 1,5 point en moins pour un autre candidat. Ce ne peut donc pas être au détriment d'un petit candidat, à moins de lui attribuer une estimation inférieure à 0, ce qui n'est pas possible. Ces électeurs pris par Hamon suite à l'attentat proviennent donc soit de chez Macron, soit de chez Mélenchon. Or, dans cette toute fin de campagne électorale, Macron est nettement en tête et porté par les médias, alors que Mélenchon est en mauvaise position, 4e, et fait face à une couverture médiatique défavorable. Donc de ces deux candidats, c'est Mélenchon qui a forcément l'électorat le moins confiant. En plus, au regard des données de vote, on s'aperçoit que c'est l'électorat de Mélenchon qui a la plus grande proximité idéologique avec Hamon. Ainsi, 29% des électeurs de Mélenchon ont hésité à voter Hamon. Mais surtout, 40% des électeurs de Benoît Hamon ont hésité à voter pour Mélenchon. C'est énorme et c'est bien plus que les autres hésitations entre candidats. Un tel décalage fait forcément écho à une autre statistique remarquable, je parle bien entendu de la hausse finale de 25% pour Benoît Hamon. Par conséquent, si Hamon gagne des électeurs suite à l'attentat, c'est bien au détriment de Mélenchon. Finalement, ce retour d'électeurs en faveur d'Hamon n'est pas si surprenant, car à gauche, un choc comme un attentat provoque de la peur, avec pour conséquence de solidifier les électorats naturels
et donc de pousser les électeurs de gauche à se recentrer sur des valeurs refuges. Et pour beaucoup d'électeurs de Mélenchon, la valeur refuge, c'est la candidature socialiste, celle de Benoît Hamon. Alors comment ça s'est passé concrètement ? C'est très simple. Devant la défaite promise à leur candidat de cœur, des électeurs d'Hamon s'étaient résignés à voter Mélenchon. Mais quand est survenu l'attentat et la peur qui en découle, certains de ces électeurs sont retournés se réfugier auprès d'Hamon. On peut donc dire que 25% de l'électorat d'Hamon est constitué d'électeurs sensibles à un choc tel qu'un attentat. Bref, si Hamon gagne 1,5 point, Odoxa devra donc logiquement mettre Mélenchon en baisse de 1,5 point. Or vous le voyez, ce n'est pas le cas. Eh bien on verra plus tard que si Odoxa ne baisse pas Mélenchon d'1,5 point, c'est parce que cela a déjà été fait. Oui, c'est une première révélation, mais c'est loin d'être la dernière. Avant de vous démontrer pourquoi et comment Mélenchon a été baissé d'1,5 point et pourquoi Odoxa n'indique pas cette baisse, intéressons-nous au sondage du milieu. Vous savez, celui sorti de nulle part. Vous pouvez vérifier sur le site web d'Odoxa, il n'existe aucun sondage publié en date du 20 avril 2017. On verra plus tard pourquoi Odoxa ne l'a pas publié. Mais en attendant, une des conséquences de cette non-publication du sondage du 20 avril est qu'il ne figure pas dans la liste des sondages répertoriés sur la page Wikipédia des sondages de 2017, et donc qu'il ne figure pas non plus sur le graphique qui va avec et sur lequel je m'appuie pour cette vidéo. Mais puisqu'Odoxa utilise ce sondage du 20 avril pour afficher les variations des candidats, il n'y a pas de raison que je ne l'utilise pas moi aussi. Je vais donc m'en servir en le rajoutant sur le graphique. L'estimation d'Hamon en date du 20 avril est le point vert à 6%, courbe vert foncé. Dupont-Aignan est en vert clair, sous la ligne des 5%. On note au passage qu'Odoxa annonce Dupont-Aignan à plus 0,5 points. Une hausse assez bien vue, puisqu'il obtiendra plus 0,7 points le jour du vote. Odoxa a donc été, là encore, très pertinent dans cette hausse pour Dupont-Aignan. Revenons à Hamon. On remarque tout de suite que ce sondage à 6% ne cadre pas du tout avec les autres estimations. En effet, aucun sondeur n'ayant estimé Hamon aussi bas. Maintenant, reproduisons la hausse donnée par Odoxa, soit plus 25%. On remarque qu'augmenter Hamon de 1,5 point l'amène à 7,5%, soit le même niveau que les autres sondages, mais avant l'attentat. Vous le voyez par vous-même, ça crée un creux dans la courbe, mais ça ne ressemble à rien. Le soir du premier tour, Hamon fera un score de 6,36%. Donc en moins de 3 jours, il aurait baissé de 1,15 points, soit de moins 17%, juste après avoir été estimé en hausse de 25%. Ça paraît peu crédible et très improbable, car une baisse de 17%, c'est une baisse assez remarquable. De même, une hausse de 25%, c'est plutôt inédit. Mais que la veille du vote, on assiste à une forte hausse qui se transforme en grosse baisse, ça laisse plus que perplexe. En réalité, on va voir qu'Hamon n'a jamais baissé entre le dernier sondage et son score final. Par contre, on a vu que sa forte hausse, elle, était crédible. Pour comprendre quel était le niveau réel d'Hamon avant l'attentat, il faut en fait partir de la fin, c'est-à-dire des résultats officiels, et revenir en arrière. En partant du score final d'Hamon, 6,5%, et en tenant compte de son bon final de 25%, le calcul est simple. Les sondeurs auraient dû le mettre à 5,1% avant l'attentat, ce qui représente une estimation nettement plus basse que les sondages précédents qui maintenaient tous Hamon vers 7,5% des voix. Ce passage est très important. En m'appuyant sur les résultats du premier tour et en ayant certifié la hausse d'Hamon vue par Odoxa, je suis en train de démontrer qu'Hamon était surestimé par l'ensemble des sondeurs. Mieux, Hamon à 5%, ça donne une toute autre lecture de l'estimation d'Odoxa, le mettant à 6%
en date du 20 avril. Cette estimation n'étant plus l'estimation marginale, mais l'estimation la plus crédible à ce moment-là. Je reviendrai plus tard sur l'enjeu et sur les implications de cette découverte. On notera donc que sans l'attentat, Hamon n'était même pas sûr de rester au-dessus du seuil des 5%. En dessous de ce score, il aurait été fortement discrédité et n'aurait peut-être pas pu fonder son nouveau parti. Hamon sous les 5%, ça aurait aussi impliqué un non-remboursement des frais de campagne pour le Parti socialiste. Si on ajoute à cela la déroute du PS aux élections législatives qui ont suivi, on peut réellement se demander si cela n'aurait pas provoqué la banqueroute et la disparition pure et simple du PS. Enfin, Hamon à 5%, c'est aussi tout à fait cohérent avec les propres estimations du staff d'Hamon, qui estimait dans le documentaire intitulé « Fracture de campagne » que son minimum électoral était autour de 5%. On vient de voir comment ont pu se passer les choses pour Hamon. Je vais maintenant utiliser la même méthode pour les autres candidats. Je vais partir des scores du premier tour pour retrouver le niveau réel des candidats avant l'attentat. Le 20 avril, Hamon était donc 1,5 point plus bas que son score final. Et j'ai expliqué que cela ne pouvait être qu'aux dépens de Mélenchon, quoi qu'en dise Odoxa. Je vais donc augmenter Mélenchon, d'autant que j'ai baissé Hamon, soit plus 1,5%. Je vous explique pourquoi dans quelques minutes. Mais attention, Mélenchon ayant 3 fois plus de voix qu'Hamon, 1,5 point de hausse pour Hamon, cela représente l'équivalent de 1,2% pour Mélenchon. Bref, 1,2% en plus pour Mélenchon, ça le porte à 20,8% avant l'attentat. Passons aux autres candidats. Pour Macron, ça ne change rien. J'enchaîne donc avec Fillon. Comme je le disais tout à l'heure, un attentat, ça libère les passions, et ça décale l'électorat encore plus vers la droite. Donc ce que Dupont-Aignan a gagné, 0,5 points, il est logique qu'il l'ait pris au détriment de Fillon. Ce qui veut dire que Fillon était 0,5 points plus haut avant l'attentat. Ça lui fait donc 20% plus 0,5 points, soit 20,5% des voix à ce moment-là. Passons maintenant à Le Pen. On a vu que les variations à la hausse présentées par Odoxa étaient tout à fait crédibles. Celle de Dupont-Aignan, on l'a constatée, et celle d'Hamon, je l'ai démontrée. Il y a donc toutes les raisons de penser que la variation donnée pour Le Pen soit elle aussi crédible. Odoxa indique Le Pen en hausse à 23% suite à l'attentat. Pourtant, au vu de son score final, on voit clairement qu'elle est en baisse. Cela voudrait donc dire que malgré un attentat terroriste commis au nom de l'islam, la candidate pro-sécuritaire et anti-islam aurait perdu des voix entre l'attentat et le jour du vote. Ce n'est pas crédible une seule seconde. En fait, Odoxa a tout simplement surestimé Le Pen. Elle était donc beaucoup plus basse que ne l'indiquaient les sondeurs. Suffisamment basse pour profiter électoralement de l'attentat, au point de gagner 1 point et d'atteindre 21,3% des voix le jour du vote. Par conséquent, elle était 1% plus bas avant l'attentat, elle aurait donc dû être estimée à 20,3% à ce moment-là. Bon, voilà ce que ça donne. Dans le cadre blanc, on retrouve le poids réel de Mélenchon, Fillon et Le Pen avant l'attentat. Vous le voyez, c'est extrêmement serré. Sauf que, attention, le point enlevé à Le Pen, je ne l'ai redistribué à personne. En effet, il m'est pour l'instant impossible de dire à qui redistribuer le point perdu par Le Pen. Pourtant, il est primordial de le savoir, les scores étant tellement serrés que si le point revenait à Fillon ou à Mélenchon, alors l'un des deux aurait accédé au second tour à la place de Le Pen. Inutile de vous dire que ça aurait été un tout autre duel pour Macron. Pour trouver à qui redistribuer le point de Le Pen, il faut regarder dans les jours qui ont précédé l'attentat. Et à ce moment-là, juste avant l'attentat, on remarque une baisse conséquente chez Le Pen et chez Hamon. Alors qu'a-t-il bien pu se passer à ce moment-là et qui expliquerait ces fortes baisses? Pour trouver la réponse, il faut que je cherche un événement notable dans les jours qui ont précédé l'attentat.
Sur quoi puis-je me baser pour trouver cet événement? Le graphique nous dit qu'Hamon et Le Pen étaient forcément plus bas que ce qu'annonçaient les sondeurs avant l'attentat. Le graphique nous dit aussi que l'événement recherché a fait perdre des voix à Hamon et à Le Pen. Enfin, j'ai démontré un peu plus tôt que les 1,5% pris par Hamon suite à l'attentat l'avaient été aux dépens de Mélenchon. Il faut donc que je trouve un élément favorable à Mélenchon dans les jours précédant l'attentat. Et le seul élément que j'ai trouvé allant dans ce sens, c'est le meeting de Mélenchon du 18 avril, soit 2 jours avant l'attentat. Alors vous me direz que les autres candidats ont eux aussi fait un meeting dans cette dernière semaine de campagne. Effectivement, sauf qu'en y regardant de plus près, celui de Mélenchon était plutôt inédit. C'était un meeting hologramme. Aujourd'hui, l'hologramme de Mélenchon ne surprend plus personne. Mais à l'époque, cela avait intrigué tout le monde, bien au-delà de son électorat. Pour bien comprendre l'importance de la chose, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Dans une campagne présidentielle, la France est en ébullition, et le moindre événement prend des proportions inattendues. Et un mois auparavant, Mélenchon avait déjà fait un meeting hologramme dans 2 villes en même temps. Une nouveauté qui avait attiré la curiosité bien au-delà de son camp. Mais ce mardi 18 avril 2017, Mélenchon ne fait pas un meeting hologramme dans 2 villes, mais bien dans 7 villes simultanément. Il est physiquement à Dijon et virtuellement dans 6 autres villes. Alors un meeting, tout le monde le sait, c'est une salle pleine à craquer. Mais les gens savent aussi que quand un candidat fait plusieurs meetings successifs, on retrouve facilement les mêmes militants à chaque meeting. Mais avec ce meeting hologramme, ce ne sont pas des meetings successifs, mais des meetings simultanés. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes militants présents dans chacune des 7 villes. En clair, il y a un véritable engouement pour le candidat Mélenchon. Donc selon moi, les gens n'ont pas retenu l'image que vous avez sous les yeux. L'image mentale qu'ils auraient retenue de ce multi-meeting hologramme, c'est celle-ci, celle de cette salle pleine à craquer. Et en termes d'influence, c'est prodigieusement impactant. Mon hypothèse se précise. Ce meeting puissance 7 de Mélenchon aurait impressionné une part non négligeable de l'électorat d'Hamon et de Le Pen. Des électeurs très hésitants, mais prêts à changer de vote. Ces meetings hologrammes auraient alors agi comme un déclic chez cet électorat très indécis, qui aurait donc choisi à ce moment-là le vote Mélenchon. Cette part de l'électorat correspond au gain d'Hamon et de Le Pen dans le sondage Odoxa. Dit autrement, Mélenchon va prendre 1,5 points à Hamon et 1 point à Le Pen grâce à ces meetings hologrammes. Il aurait donc gagné 2,5 points et serait passé de 19,5% à 22%. Seulement voilà, 2 jours plus tard, survient l'attentat des Champs-Élysées. Et 48 heures, c'est beaucoup trop court pour solidifier la venue de ces nouveaux électeurs. L'attentat va leur faire se retourner dans leur camp d'origine, tous ces électeurs de dernière minute. Mélenchon va donc perdre tout le bénéfice de ces meetings hologrammes, soit 1,5 point retournant vers Hamon et 1 point retournant vers Le Pen. De 22%, il va donc redescendre à 19,5%. Alors j'ai bien conscience que cette présentation des choses est très différente de ce que les sondages ont raconté. En effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Odoxa ne baisse pas Mélenchon de 2,5 points suite à l'attentat. On verra pourquoi quand j'aurai fini de construire mon hypothèse. Mais le plus important par rapport au début de la vidéo, c'est que j'ai maintenant un nombre sur lequel me baser, c'est-à-dire environ 2,5 points de baisse pour Mélenchon. Regardons maintenant ce qui se serait passé pour Hamon avant l'attentat. D'après moi, Hamon est à 5,1% des voix juste avant l'attentat. C'est donc forcément son niveau après les meetings hologrammes de Mélenchon. Pour savoir quel était son niveau avant ces meetings hologrammes, il suffit de rajouter à Hamon l'équivalent de ce qu'il a gagné après l'attentat, soit plus 1,5 points.
ce qui le positionne à peu près au même niveau que son score final. Le 18 avril, au matin des meetings hologrammes, Hamon était donc à environ 6,5%, très vert pointillé, ce qui est très différent de la version d'Odoxa, très vert continu, dont la courbe ressemble à un serpentin. On vient de voir ce qu'il en était pour Hamon, et bien pour Le Pen, ça a fonctionné exactement de la même façon. Le 18 avril, avant les meetings hologrammes de Mélenchon, le vrai niveau de Le Pen est en fait de 21,3%, très rose pointillé. Mais après les meetings hologrammes, elle aurait perdu 1 point et aurait baissé à 20,3%. Elle serait ensuite remontée d'1 point suite à l'attentat. Là encore, la version d'Odoxa est bien différente, c'est le très rose continu. Restent Fillon et Macron, courbe jaune et violette, qui n'ont logiquement pas été affectés par les meetings hologrammes de Mélenchon. Précision importante, j'ai attribué le point perdu par Le Pen avant l'attentat à Mélenchon pour la raison suivante. Le seul élément notable que j'ai trouvé à ce moment-là est le meeting hologramme, donc un élément à l'initiative de Mélenchon. Si j'avais trouvé un élément plus significatif qui soit à l'initiative de Fillon, alors le point perdu par Le Pen serait bien évidemment revenu à Fillon. C'est juste que ce n'est pas ce que j'ai constaté. Bien sûr, vous l'aurez compris, si j'attribue le point de Le Pen à Mélenchon, ça veut dire qu'avant l'attentat, c'est Mélenchon qui était le mieux placé pour accompagner Macron au second tour. Je reviendrai sur ce point dans les épisodes suivants, épisodes qui apporteront également leur lot de révélations.